Ravi de vous retrouver dans l'Afrique en mouvement, le rendez-vous hebdomadaire qui propose les initiatives visant le développement du continent africain. Le point de l'actu passera en revue les grandes informations de la semaine et le best-of sera consacré à des extraits de quelques productions de votre télévision. Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Au Maroc, la ville de Fès aura bientôt un centre médical de proximité. Le chantier a été lancé mercredi dernier par le roi Mohamed VI et c'était au quartier Bensouda. Ce projet mobilise une enveloppe de 75 millions de dirhams. L'objectif est de faire de la santé partout et pour tous une réalité au Maroc. Les détails dans ce récit de Younes Benzineb. Une infrastructure médicale de plus pour la ville de Fès. Dans le quartier Bensouda, au sein de l'arrondissement Zouara, le roi Mohamed VI a lancé le chantier d'un centre médical de proximité. Sa réalisation s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par le souverain pour favoriser l'accès des personnes démunies à des soins de santé de qualité, accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et assurer un suivi médical périodique des personnes dont l'état de santé nécessite des consultations spécialisées. Le lancement des travaux de ce 7e centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité qui va doter donc la ville de Fès de son CMP montre l'engagement permanent et continu de la Fondation en faveur de l'accessibilité aux soins de santé et dans la mesure où justement on s'organise pour rapprocher davantage les soins de santé vers les populations qui sont démunies et qui sont desservies. Pour un investissement de 75 millions de dirhams, le nouveau centre, qui sera érigé sur un terrain de 14 080 m², comportera un pôle des urgences médicales, un pôle des consultations spécialisées et un pôle médico-technique avec notamment un bloc opératoire. Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 24 mois, devra desservir une population de plus de 300 000 habitants. Le futur centre médical de proximité fait partie d'un programme mis en œuvre par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, un programme qui entend soutenir le secteur médical national, notamment à travers le renforcement de l'offre de soins existante, la mise en place d'une filière de soins de proximité et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients. Au total, une dizaine de centres de santé de ce type seront construits sur l'ensemble du royaume. Pour la célébration de la Journée internationale de la femme, le ministre de la Culture a organisé une nuit de fidélité pour des femmes brillantes de mon pays. Un événement pour rendre hommage à 5 femmes marocaines distinguées par leur performance dans différents domaines. Retrouvons Younes Benzineb. Plusieurs grandes figures féminines de la société marocaine étaient réunies sur l'estrade du théâtre Mohamed V de Rabat. Des femmes exceptionnelles dont les parcours ont été primés en reconnaissance de leurs efforts déployés dans différents domaines. Cette manifestation entend mettre en avant la femme et son rôle important dans la société. La femme marocaine mérite un hommage permanent qui ne se limite pas à la date du 8 mars. En plus de mettre en lumière le parcours exemplaire de la femme marocaine, l'événement était aussi une occasion de souligner le rôle clé de la femme dans le développement de la société. C'est un grand honneur pour moi d'être ici, sachant que tout ce que je fais n'est qu'un devoir envers la société et envers le système éducatif plus particulièrement. Je suis très contente de voir la culture de reconnaissance de plus en plus présente dans notre société. Cette culture est très importante pour renforcer la confiance envers la femme marocaine et ainsi transmettre des messages très positifs aux générations futures. Organisée sous le thème « Nuit de fidélité pour des femmes brillantes de mon pays », cette rencontre intervient quelques jours avant la célébration de la Journée internationale de la femme, où plusieurs activités culturelles et artistiques sont prévues partout dans le royaume.
Bordeaux, laboratoire du sommet Afrique-France sur les villes durables les 4 et 5 juin prochains. Un prélude à cet événement international, Abidjan a accueilli un pré-sommet. Objectif, préparer la réussite du sommet Afrique-France. Compte rendu de nos reporters Max Soubi et Ferdinand Kouakou. À quelques mois du sommet Afrique-France sur les villes durables, la capitale économique ivoirienne accueille les rencontres d'Abidjan. Ce rendez-vous vise à mieux préparer le sommet. Il s'agit pour les ministres, experts, maires, secteur privé, techniciens, partenaires techniques et financiers, d'échanger et dégager des solutions innovantes. Les résultats des assises d'Abidjan seront transmis aux chefs d'État qui pourront défendre ces positions au sommet de Bordeaux du 4 au 6 juin prochain. Ces rencontres de la ville durable qui nous réunissent ce jour sont ainsi une pierre mise à l'édifice de ce que nous devons bâtir demain pour accompagner les villes. Construire une vision inclusive dans le cadre du renouvellement et du continuum urbain, devenu un défi partagé, un challenge non négociable, car étant l'aspiration légitime des urbains, c'est-à-dire celle de plus de la moitié de la population mondiale. Moi, je suis convaincu que la ville demain, qu'elle soit française, qu'elle soit ivoirienne, qu'elle soit africaine, elle se fera uniquement si nous pouvons la construire d'abord avec les élus locaux, en partant des territoires, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, en partant de ces acteurs de proximité qui sont les mieux à même de comprendre et de prendre en compte les attentes de tous les habitants. Selon les spécialistes, 4,2 milliards d'habitants, soit 55% de la population mondiale, vivaient dans les villes en 2018. D'ici à 2050, il y aurait 6,5 milliards de citadins dans le monde, dont plus d'1 milliard en Afrique. Ce tableau à lui seul interpelle les gouvernants sur les approches de la gestion de la ville. Ces derniers devront apporter leur vision afin de répondre aux défis démographiques, environnementaux et sociaux lors du sommet de Bordeaux. Nous restons en Côte d'Ivoire où le décaissement des ressources pour les projets du CED a atteint 762 milliards de francs CFA. La semaine dernière, les acteurs et partenaires du contrat de désendettement et de développement se sont réunis à Abidjan. Rencontre pour examiner les rapports d'évaluation des projets et actualiser les prévisions de décaissement pour l'année en cours. Suivons notre reportage. Après 7 ans d'exécution du contrat de désendettement et de développement, le secrétariat technique du CED et ses partenaires décident de se pencher sur les résultats obtenus au sein des populations initialement ciblées par les projets, et ce à travers une grande rencontre dans la capitale économique ivoirienne. La première phase du CED qui part de 2012 à 2015 et la seconde de 2014 à 2020, le tout d'un montant global de plus de 1151 milliards de francs CFA, ont selon les premiers responsables de l'initiative permis de réaliser des projets dans 7 secteurs majeurs, notamment l'éducation, la santé, les infrastructures routières et l'agriculture. Plusieurs grands projets. Nous avons la route du Nord, Bouaké-Ferké, à livrer. Nous avons la nouvelle pharmacie de la santé qui bénéficie donc d'un entrepôt, grand entrepôt de stockage qui va être livré donc en mars 2020. Il y a l'INFAS aussi qui va être livré. Nous avons aussi l'ensemble des collèges de proximité que nous avons lancés, 60 collèges de proximité, dont certains pourront être livrés, nous espérons, d'ici la fin de l'année. Toutes ces actions ont été menées grâce au soutien de l'Agence française de développement. Le directeur des cabinets représentant le Premier ministre ivoirien a donc salué l'engagement de toutes les parties dans la parfaite mise en œuvre du CED et souligné l'importance de la revue sectorielle des projets du contrat de désendettement et de développement. L'intérêt majeur de cette activité réside dans notre volonté commune d'améliorer nos performances et de satisfaire ainsi, dans les temps souhaités, les attentes de nos populations. Le contrat de désendettement et de développement est un mécanisme de financement du développement qui consiste à la reconversion de la dette remboursée en subventions pour des projets choisis d'un commun accord entre la Côte d'Ivoire et la France. Le développement des provinces du Sud de 1999 à 2019, tel est le titre du nouveau livre d'Henri-Louis Védy, chercheur professeur émérite au groupe HEC. Dans son livre, l'auteur nous montre comment ces provinces situées dans le sud du Maroc ont connu un développement fulgurant en l'espace de 20 ans. Les détails avec Kautar Dadou.
De 1999 à 2019, 2 décennies qui ont métamorphosé les provinces du sud du royaume. Une évolution accélérée que le chercheur Henri-Louis Védy a étudié, disséqué. Dans son dernier ouvrage, le professeur émérite du groupe HEC Paris et senior fellow du Think Tank Policy Center of the New South a évolué l'ampleur de la croissance dans les régions du sud du royaume à partir de 2015. Une croissance boostée sous l'impulsion du roi Mohamed VI qui a lancé des chantiers structurants dans le cadre d'une stratégie inclusive que va amorcer une régionalisation avancée. Des chantiers qui ont renforcé l'attractivité des provinces du Sud au point d'en faire un véritable hub économique. 2 périodes. L'une que j'appelle la stratégie de développement qui va de 1999 à 2015 et celle qui commence avec le discours fondateur pour moi de Mohamed VI à Laayoune en novembre 2015, annonçant un nouveau plan de développement pour les provinces du Sud. Pour le chercheur, l'accélération du développement des régions du Sud s'est opérée en 2 temps. D'abord, la mise en place des programmes sectoriels nationaux et transnationaux. Ensuite, le lancement d'un nouveau modèle de développement suite au discours du roi Mohamed VI de Laayoune en novembre 2015. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans ce discours, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020. Moi, je me base sur des résultats 2018. Il y a un taux d'engagement financier concernant l'ensemble qui a été décidé fin 2015. Bien, on a un engagement financier à 50% et un engagement de début de travaux à 65%. Des investissements considérables dans divers secteurs, dont les infrastructures, le social, l'environnemental, le domaine éducatif, les énergies renouvelables ou encore la pêche et la gestion portuaire. Les chantiers sont multiples. L'ouvrage d'Henri-Louis Védy se penche également sur le nouveau modèle de développement qui reconnaît l'inclusivité comme priorité, ainsi que le rôle central d'une participation active des populations locales dans la réussite de ce modèle. Plongé dans le Nord depuis sa naissance, Yves Daniels est aujourd'hui dans la lumière. À 28 ans, ce jeune homme malvoyant est devenu un artiste à part entière. Issu d'une famille de musiciens, c'est sur scène qu'il s'illustre désormais. Ali Cabri. Toujours accompagné de son inséparable ami et guide, Yves Daniels vient les mercredis et samedis dans cette école privée d'Abuja pour la répétition musicale. C'est ici que son groupe loue le studio pour accorder les violons avant la messe du dimanche. Le groupe formant la chorale de l'église est composé en grande partie d'amis d'enfance et de membres de sa famille. Most of my friends I grew up around are kind of like minds. La plupart des amis avec lesquels j'ai grandi ont le même esprit. Nos centres d'intérêt allaient dans la même direction. Je crois que c'est une inspiration divine qui a amené ces gens vers moi. Ils aimaient ce que j'aimais, notamment la musique, et donc la connexion s'est vite établie. Aveugle depuis la naissance, Yves Daniels a décidé de mettre ses talents au service de la foi, ce qui le place dans une relation privilégiée avec son créateur. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est que la gratitude augmente les faveurs. J'ai donc appris à être reconnaissant envers Dieu et le laisser agir dans ma vie. Ma relation avec Dieu est celle d'un père et son fils. S'il dit « Voici ce que je veux pour toi en ce moment », je l'accepte ainsi. À part la musique dédiée au culte, l'artiste non-voyant essaie de gagner sa vie comme tout autre artiste. J'essaie de trouver l'équilibre entre ces 2 choses, les affaires pour mon travail d'artiste et mon engagement religieux. Une vie d'artiste musicien dédiée à celui qui l'a créé ainsi et une condition dans laquelle il trouve le moyen d'être toujours utile et heureux. Direction le Niger, Niamey a accueilli cette semaine la 2e édition du Festival international du Mil, le Festimil, un événement gastronomique, culinaire et culturel. C'est aussi un cadre d'échange autour des avantages du Mil pour promouvoir cette céréale. Reportage de Jean-Djibril William. Des gâteaux, de la confiture, de la bouillie ou encore du jus naturel.
Le Mille est à l'honneur depuis ce mardi à l'occasion de la 2e édition du Festival international Festimi du Niger. Ici, près de 200 stands proposent un large choix de produits tous faits à base de mil. Il s'agira donc durant 2 jours de promouvoir la céréale la plus utilisée dans la zone sahélienne. Le mil est une céréale de base qui est très consommée dans les pays sahéliens et que grâce à la recherche agronomique, les femmes transformatrices ont eu l'ingéniosité de sortir toute une chaîne de valeur à partir de cette céréale. Et c'est ce que nous pouvons citer dans nos langues vernaculaires, le brabusco en pays mangari, le tuo, le foura de nono, le dégué. S'il est souvent utilisé pour la consommation, le mil posséderait également des vertus thérapeutiques. Cancer ou encore maladies cardiaques sont autant d'affections que ce tradipraticien promet de guérir avec ses produits adaptés à l'événement. Nous, au niveau des tradipraticiens, nous avons constaté que cela a manqué dans les différentes recettes qu'on présente. Alors que le mil a des vertus thérapeutiques aussi. Ce n'est pas des hamisgueules ou bien des trucs qu'on mange. Non, non, ça a des vertus thérapeutiques et c'est cela que nous sommes venus présenter. Pour cette 2e édition, le thème retenu est la promotion de la consommation des produits transformés à base de mil. Une céréale dont les visiteurs pourront découvrir ou redécouvrir les secrets à travers des panels et conférences, en plus de la foire dédiée aux produits transformés. La Côte d'Ivoire accueille la 11e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Le coup d'envoi de l'événement a été donné lundi dernier en présence de plusieurs personnalités et acteurs du monde de la culture. Melber Chelkofi et Ferdinand Kwaku. Ce sont les nouveaux locaux du marché des arts du spectacle d'Abidjan qui ont abrité la cérémonie du lancement officiel de la 11e édition du Massa. En présence d'un parterre d'artistes et d'une délégation des personnalités ivoiriennes, la cérémonie a été ponctuée de plusieurs prestations d'artistes, dont le reggaeman ivoirien Kajim. L'adversité a aidé à forger mon caractère. Va leur dire que le fils de Dieu n'est pas un mercenaire. Non, 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 je viens de loin et ma route est longue, avec l'assurance qu'on va y arriver. Une occasion pour l'État ivoirien de marquer sa reconnaissance à l'endroit de quelques membres du gouvernement qui ont contribué à la promotion de la culture ivoirienne ces dernières années. Moi, c'est la promotion du pain tissé, la promotion des valeurs culturelles ivoiriennes en matière de beauté. Nous avons profité du lancement pour apporter la reconnaissance de la nation à des acteurs culturels, surtout des membres du gouvernement qui, quoique n'étant pas forcément des hommes et femmes de culture, apportent leur contribution au développement de notre art et de notre culture. Placé sous le thème Afrique Monde, le Massa 2020 se veut très attractif avec le Massa Jazz Festival, soirée de prestige et la journée de la femme avec la chorégraphe Rosemary Guiraud. Pour le premier magistrat de l'Institut, le thème est très évocateur. On veut montrer que l'Afrique ne doit plus se penser comme étant un continent à part. Elle est un continent-monde et le monde est en Afrique, l'Afrique est dans le monde. C'est pour cela que nous avons invité le Canada pour venir montrer justement comment en Amérique du Nord, c'est possible d'avoir ce qu'ils appellent des accommodements raisonnables entre les communautés, comment c'est possible de développer une diversité culturelle. Quelques 780 groupes et 64 pays seront représentés à la plus grande fête culturelle panafricaine et mondiale qui aura lieu du 7 au 14 mars prochain sur le bord de la lagune ébriée avec pour pays invité d'honneur le Canada. C'est avec Croissance Verte, le magazine consacré à l'environnement, que nous ouvrons la 2e partie de cette émission. Le parc éolien de Taïba-Oundiaï, au Sénégal, à une centaine de kilomètres de la capitale, d'une superficie de 41 hectares, est composé de 46 turbines éoliennes pouvant produire 3,45 MW chacune. Le Sénégal se met ainsi à l'ère de l'énergie propre, fiable et à prix compétitif. Reportage Jean-Paul Ndour et Sanoussi Sané.
top chrono d'une visite guidée avec le maître des lieux, après un passage obligé au poste de sécurité. Le parc éolien, d'une superficie de plus de 40 hectares, est composé de 46 turbines éoliennes pouvant produire 3,45 MW chacune. Le choix de ce site est basé principalement sur 3 axes importants. Le premier étant le gisement éolien de la région. La région elle est très venteuse toute l'année et des mesures ont prouvé que ceci est pérenne sur la durée de durée de vie du projet. Le deuxième axe, c'est la proximité de Dakar. En effet, pour transporter ce genre de machine, il a fallu utiliser le port autonome de Dakar et donc la proximité est un critère important. Le troisième volet est la partie évacuation d'énergie. On est à côté de du plus grand poste de transmission de la Sénélec, ce qui nous réduit énormément nos coûts en termes d'évacuation d'énergie et qui nous permet d'être raccordés à cette sous-station. Une centaine de mètres plus loin, bonjour. Nous voilà au cœur du dispositif technique. On est maintenant au niveau de la salle de contrôle. À partir de cette salle, on reçoit toute l'énergie produite par les turbines, les 46 machines, pour pouvoir l'évacuer vers le poste de Tobin, qui est le poste de Sénélec. Et donc, c'est en effet l'organe intelligent de la centrale, et c'est ici que toutes les informations sont reliées. On voit par exemple ici qu'on a les 10 circuits, ils sont tous opérationnels, et qui nous permettent d'évacuer à travers 2 lignes de transformateurs de 100 MVA chacun l'énergie produite par le parc vers le poste de Tobin de Sénélec. Il y a aussi un aspect très important pour nous, c'est une centrale renouvelable, donc on parle des kilotonnes de CO2 équivalent qu'on a évité de produire. On parle ici de 43,94 kilotonnes de CO2 équivalent depuis la mise en marche de la centrale, parce qu'on a jusqu'à aujourd'hui produit jusqu'à 59 gigawattheures. Actuellement, au moment où je vous parle, on est en train de produire 20 mégawatts. Terminons au Gabon où la zone spéciale économique du groupe singapourien OLAM et le gouvernement gabonais ont lancé une formation qualifiante des jeunes filles à la conduite d'engins lourds et camions poids lourds. Elles sont une cinquantaine en stage pratique au port de Libreville pour une durée de 9 mois. Le projet est baptisé comme elle. Notre correspondant Ismaël Obiang a suivi les premiers exercices de conduite de ces véritables Amazones. C'est le début d'une longue aventure qui commence pour Nathalie. La jeune fille mère doit s'assurer que Chris a pris son taxi pour le lycée et qu'Ange Marie est bien dans l'enceinte de son école. Une fois ceci fait, elle se met ici à la Rébus pour prendre la navette du port d'Ovendo au sud de Libreville. Arrivé sur site une demi-heure plus tard, pas de temps à perdre, car le superviseur est déjà là pour les premiers exercices de conduite. Des choses à regarder avant de prendre son damper. Avant de prendre la machine le matin, il faut d'abord faire la visite de la machine, puisque c'est l'autre qui a travaillé. On ne sait pas s'il a eu un bobo ou pas, et puis on regarde aussi le niveau d'huile au niveau de la machine. Parole d'une professionnelle en herbe, car Nathalie est diplômée en électricité auto. Elle a effectué plusieurs emplois saisonniers au sein des sociétés gabonaises. La nature des essais à la conduite d'engins lourds dans une exploitation minière n'est pas sans contrainte. Elle va avec les chocs et les vibrations des machines. Depuis bientôt un an, Staël Kumba a su s'en accommoder au point de donner des conseils à la nouvelle vague de recrues de jeunes filles formées par Gézès dans le cadre du projet Comme Elle. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé les engins, les voitures. Celui-là, il est automatique. Les autres, ils sont manuels. Il ne faudrait pas avoir peur du gabarit. C'est comme tout autre véhicule. Tout le monde. Il faut le courage
et la volonté. Ce sont des candidates au profil croisé. Elles sont visiblement décidées à démystifier un secteur jadis considéré comme la chasse gardée des hommes. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien le dos. Wilfried, ancienne caissière de bar-restaurant, veut entrer dans l'histoire des premières femmes conductrices d'engins lourds au Gabon. L'adrénaline monte. Elle se lance ce défi pour le relever dans peu de temps. Lorsqu'on est là-dedans, c'est la machine, vous allez le sentir tout à l'heure, c'est un gros, ça bouscule. Donc du coup, et tellement la charge de l'arrière, tu as l'impression de la sentir. Donc on se dit, est-ce que toute cette charge n'est pas sur moi? Mais entre-temps, au final, tu as avec l'habitude, et surtout si on est stressé, si on a peur, comme disait le formateur, c'est ça le corps. Mais lorsqu'on en fait un jeu, on se dit on est dans un jeu vidéo et puis on va pousser, ça va très vite. Suivant les dernières statistiques officielles en matière de chômage au Gabon, les femmes pointeraient à hauteur de 50% au registre des demandeurs d'emploi contre 40% des hommes à la recherche du premier emploi. Cette formation des jeunes filles à la conduite des engins et camions poids lourds veut, au-delà de briser un tabou, renforcer la politique volontariste du gouvernement de l'égalité des chances entre les sexes. Ainsi prend fin l'Afrique en mouvement. Merci de votre fidélité à Midi 1 TV Afrique et excellente suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.